Merci au professeur Mosla Bentmesek pour cette intervention. Bon, je me permets quand même de dire ce que j'ai relevé de cette intervention, c'est-à-dire que la question principale de M. Bentmesek, c'est pourquoi la modernité au singulier et pas au pluriel. Hein? Faut-il parler au singulier? Et puis la deuxième question, c'est pourquoi lier la modernité à l'Occident? Est-ce qu'il y a une seule modernité? Est-ce qu'il y a un seul Occident d'ailleurs? Il va dans ce sens. Bon, il passe par cet échec de la modernité qu'il considère qu'elle a été, elle a échoué à réaliser ce qu'elle avait promis. Je ne sais pas, est-ce que la modernité, est-ce qu'elle était un projet politique? Est-ce qu'elle avait promis quelque chose? Est-ce que c'était elle avait un contenu ou une forme? Est-ce un contenu de pensée ou une forme de pensée? Donc, il nous appelle à relativiser les valeurs de la modernité. Bon, il parle, moi je l'invite à lire Husserl aussi, sur l'esprit de l'Europe. Hein, voilà. Et donc, il n'y a pas que les post-modernes. Donc, il y a eu une frustration parce qu'il n'a pas eu le temps de nous lire les deux récits. Donc la récit de la postmodernité et le récit. Donc, est-ce que les problèmes, si vous voulez, je pose aussi une autre, est-ce que les problèmes que vit l'Europe actuellement, est-ce qu'ils diminuent de la valeur de la modernité et des Lumières? Ce sont autant de questions que sa communication nous incite à poser. Voilà. Moi, au fait, je suis partisane et de la modernité et des Lumières. En tant que kantienne, je ne peux pas me renier mes origines. Donc, nous allons passer à la discussion. Nous disposons en moyenne donc 25 jusqu'à 13h15. Donc, bon, un bon moment. Il y aurait beaucoup de discussions, c'est tant mieux. Donc. أنا في تقديري الكونسيبت نفسه عليه التباس، كونسيبت لالومير. في تقديري إن في اوبسيسيون عند المثالية الألمانية ابتداء من كانت حتى هيجل، اوبسيسيون لخلق تاريخ عالمي. وهنا المشكلة الكبرى، ازاي يعني هل الصينيين عندما بنوا الصين العظيم او المصريين عندما بنوا الاهرامات ما كانوش بيستخدموا العقل؟ ده حكاية غريبة. هي المشكلة مش هنا. محاولة نزع التاريخ من اعتباره تاريخ للتطور المادي لتصويره على انه تاريخ للافكار. هذا اللي وصل ليه هيجل في الاخر، ان احنا قدام تاريخ للافكار. في الحقيقه ما فيش اي واقعه تاريخيه تثبت ان التاريخ كان تاريخ الافكار. بروديل مثلا، ماركس يحكوا عن تاريخ ثاني غير التاريخ المعين بتاع المتدين الكبير ايمانويل كانت وهيجل. هنا لو تصورنا اللوميير كان لوميير بصحيح يبقى عندنا مشكله. حركه الاصلاح الديني اللوثريه كانت ايه؟ سبينوزا، هل جوه اللوميير ولا خارج اللوميير؟ هنا في قصه اهم، والجامعين يحبوا يصوروا التاريخ كتاريخ افكار، لان خدمتهم دي التاريخ تاريخ افكار ويخدموا في الافكار. لكن لو بصينا للوقائع الحقيقيه في التاريخ هو تطور الانتاج المادي اللي خلى سبينوزا يبقى في امستردام، وخلى التنوير الفرنسي يبقى في تولوز ولوريان ما يبقاش في باريس. هو تشكل المدينة البرجوازية الحديثة اللي فيها تجار، اللي فيها مناد. المناد الفرد اللي يخدم على روحه واللي يمتلك تقرير مصيره، المناد. والكونسيبت ده
بقاله فترة طويلة عند مدرسة فرانكفورت، عند نجري، عند محل شكوك كبيرة باعتباره تاريخ تم تحويله لتاريخ فرنسي، يعني تاريخ الزوار للعالم. شكرا. شكرا. يعني أنا في الحقيقة أفضل أن أستعمل اللغة العربية، لكن ربما من الأحسن أن أستعمل الفرنسية والإنجليزية، لأن بعض الأسئلة يعني أنا ما لاحظته. Ça veut dire ce que j'ai pu observer concernant toutes les interventions. Il y a une chose qui manque, c'est-à-dire on parle d'influence entre l'Europe et les Arabes ou bien les musulmans ou bien les Méditerranéens. Mais personne ne nous a donné un cadre théorique pour en parler, pour en analyser et bien souligner. Par exemple, c'est-à-dire, pour parler de l'influence, il faut d'abord avoir des petites prémices là. Ça veut dire, la première chose, un contact entre les gens, les deux côtés. Est-ce qu'il y avait un contact, que ce soit, ça veut dire un contact physique, un contact culturel, un contact religieux entre les deux parties? Et en plus de ça, parce que moi, par exemple, lorsque je prends les Tunisiens ou bien les Maghrébins aujourd'hui, je trouve qu'ils sont plus influencés par la civilisation, la culture occidentale, que par leur propre culture. En commençant, par exemple, par la langue. La plupart des Maghrébins, ça veut dire intellectuels, préfèrent à utiliser le français avant l'arabe. Et on trouve aujourd'hui que même parmi la plupart des Tunisiens aujourd'hui, ceux qui ont des chèques bancaires, ça veut dire ils écrivent d'abord leur chèque bancaire en lettres françaises, en lettres françaises ou bien latines que l'arabe. Et il faut donc, pour voir la mesure de l'influence, que ce soit positif et négatif, regarder en fait les facteurs qui peuvent influencer. Merci. سؤالي الأستاذ مصطفى بنت مسك، أنا لم أفهم لماذا ربطتم الحداثة بالجغرافيا، وأنا أعتقد أن الحداثة هي فكر يتعدى هذه الحدود الجغرافية التي ذكرتموها، يعني لم أفهم سبب ربط الحداثة بالجغرافيا وهي فكر. Avant tout, je vous remercie énormément. Pourquoi je vous remercie énormément? J'ai un ami, il m'a dit où vous allez aujourd'hui. Je lui ai dit, je vais assister à un colloque sur le siècle du Lumière. Il m'a dit, mais quel siècle du Lumière ça? Vous êtes économiste et financier et vous travaillez avec la diaspora. Qu'est-ce que veut dire ça? C'est dépassé tout ça. Moi, je vois le sens contraire. Ce qu'on vit maintenant, c'est-à-dire les relations entre les hommes et le pays, et certains pays, on est toujours, on pose les mêmes questions jusqu'à maintenant. Et j'ai donné l'exemple. Dans le cadre de mon travail en Allemagne, les partis de l'extrême droite sont au pouvoir en Europe grâce à ce sujet-là. L'identité européenne, l'islam, etc. Et même le gouvernement Merkel a coûté cher pour elle. Voilà, ce sujet, l'identité européenne et l'islam. Oui, votre question. Oui. C'est une lecture, là. Ouais, c'est une lecture. Allez à discuter. Mais quelle est votre question? Est-ce que nous, on tend actuellement vers la modernité ou vers la barbarie et sauvagerie? Je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous donner quelques exemples pour clarifier ma question. Comment expliquer que un seul pays veut imposer par force sa volonté sur tous les autres pays? First America. Nous, vous êtes obligés de payer.
vous êtes obligés de donner votre pétrole. Vous êtes obligés d'accepter nos produits, même pour les Européens. Il dit ça. On n'a pas besoin de vos voitures, on n'a pas besoin de votre industrie. Acceptez par force. Ils ont accepté, les Européens, beaucoup de choses. C'est mon domaine, ça. Deuxièmement, comment un pays, il bombarde, il tue, la guerre du Vietnam et les autres, des millions, sans être jugés, parce que c'est le pays plus fort. Combien d'autres sont jugés? Comment tout le monde arabe et islamique est jugé comme des pays où on voit, je termine madame, les terroristes? Moi j'ai demandé la question, et vous avez envoyé à la Syrie d'autres, les combattants de la démocratie. Pourquoi vous n'avez pas jugé les combattants de la démocratie? Mais ils sont des terroristes, ils ont tué, etc. Il nous dit non. Deuxièmement, je termine, madame. Vous parlez de droits de l'homme, etc., et tout ça. Comment les immigrés meurent maintenant dans la cimetière méditerranéenne? Comment un bateau plein des immigrés, femmes et enfants, il est resté en plein soleil 2 semaines? Comment un homme, 5% des hommes dans le monde, ils ont la richesse mondiale, 95%. Comment un seul homme... Oui, mais ça y est, ça va. Non, ça y est, j'ai terminé. Vous avez épuisé vos 5 minutes. Non, ça y est, j'ai terminé. Comment un seul homme a 5 fois le budget et 10 fois le budget de la Tunisie, c'est-à-dire 11 millions. Est-ce que nous sommes dans la modernité? Est-ce qu'on tend vers la modernité? C'est vrai, au point de vue technologie, etc. Voilà. Mais au point de vue égalité, justice, liberté, on va vers la barbarie. Oui, mais il faudrait s'entendre sur le sens de la modernité. Voilà. صباح الخير الناس الكل، يعطيكم الصحة على هكذا ندوة. معز برجب صحفي من وكالة فرنسية، وكالة الأنباء الفرنسية. سؤالي باش يكون موجه للجميع. طبعا كيف يمكن استثمار مجهود الفلاسفة والمفكرين سواء كانوا العرب وخاصة وكنتم تعرضتوا إلى فلاسفة الأنوار، كيف يمكن أن نطور منظومتنا سواء كانت العربية أو التونسية بصفة أخص والعربية، كيف يمكن لهكذا فلاسفة هكذا مثقفين أن يندمجون ويطورون اقتصادنا كما طوروا بقية الفلاسفة الأنوار التي ذكر ما ذكر في تطور بلداننا العربية. وشكرا. أشكر جميع المتدخلين على مداخلاتهم المفيدة جدا. هو ليس سؤالا فرديا وإنما هو رد على ما أثير من مداخلاتهم، مما لاحظته من هذه الثنائية الحاسمة في الشرق غرب أوريون أوكسيدان. يعني فقط هي دعوة، ألم يحن الوقت إلى أن نعيد التفكير في هذه الثنائية الحاسمة؟ هل لدينا غرب واحد؟ هل لدينا شرق واحد؟ هل هو الغرب الحقيقي أم هو الغرب المتخيل؟ الشرق إلى حد الآن يعني ما زال هو ذاك الشرق الذي رسمه المستشرق. كذلك الغرب كذلك في نظري كذلك الغرب هل هو يعني متجانس متساو؟ الشرق كذلك يعني فقط هي دعوة ربما تستحق هي نفسها يعني ندوة لنفكر في هذه الثنائية الحاسمة، مع تجديد شكري للجميع. Une petite approche comparative entre donc Goethe, Voltaire et Spinoza. Première question. La deuxième question, bon, je veux dire que sur le rapport de ces 3 philosophes avec l'islam, parce que Goethe, on sait que sur sa thèse, il a écrit une phrase célèbre, n'est-ce pas, que tous les Tunisiens, pour ne pas dire tous les musulmans arabes aussi, connaissent presque, pas tous. Bon, pour M. Guéard, il a dit qu'il passait de la langue française à la langue mère. Je vous pose la question, monsieur, quelle est votre langue maternelle? L'oral homme. Alors, question sur cette base-là, est-ce que la langue arabe a été un facteur qui a donné la possibilité de passer à la modernité, ou est-ce qu'il a été un frein en tant que langue du Coran d'abord? Question suivante pour vous, M. Guéard.
Vous avez parlé de cet inconscient anti-islamique qui pèse sur l'attitude des Occidentaux au monde. Est-ce que vous auriez l'amabilité de nous donner des exemples illustratifs de ce que vous nous avez avancé? Pour M. Paolo, là. Alors, vous avez dit, le saint prophète ne sait ni lire ni écrire. Est-ce que c'est la définition de ce qu'on appelle en arabe al-Ommi? Ben, nous savons que al-Ommi, c'est le goïm en hébreu, c'est-à-dire celui qui n'est pas juif, et non pas celui qui ne sait ni lire ni écrire. Merci pour votre aimabilité de bien vouloir intervenir sur ce thème-là. Voilà, ce sera tout. Merci. J'aimerais adresser enfin, pas des questions, mais des remarques à M. Bentmesek. J'ai trouvé votre problématique, rationalité et modernité, extrêmement intéressante. Mais quand vous avez commencé à faire votre démonstration, j'aurais voulu que vous commenciez par définir les deux concepts. Les deux concepts qui sont complètement différents. Et la modernité, à ma connaissance, n'est ni un projet, ni un programme qui va s'inscrire dans un processus politique et géographique, comme a dit notre étudiante. La modernité est un état d'esprit. C'est le positionnement d'un sujet par rapport à une communauté et l'émancipation de la tradition. D'ailleurs, l'inventeur du mot modernité, je crois qu'il y a aussi dans votre intervention un petit, comment dire, une petite ambiguïté, pour ne pas dire autre chose, entre modernité et progrès. Ce sont deux notions aussi différentes. Et l'inventeur du mot modernité, Baudelaire, était très critique à l'égard du progrès, justement. Ce sont deux notions différentes. Et donc, tout ce que vous dites après me semble un petit peu fragile, on va dire. Donc, est-ce que la postmodernité vient renier la modernité? Je ne le pense pas du tout, monsieur. Donc la postmodernité s'inscrit justement dans une réflexion critique qu'elle tire de la modernité. La grandeur de la modernité, c'est que la rationalité s'exerce aussi sur la raison. La raison, et d'ailleurs je rejoins un peu, je félicite Madame Brahimi pour justement cet exemple qu'elle nous a donné de l'exemple de divan, ou Goethe, et là je me demande si Goethe, plutôt qu'il ne réfléchit sur l'Orient, il ne réfléchit sur lui-même, sur justement cette rationalité radicale, et donc versus imagination, que dans les genres littéraires, voilà, l'une va être captée par la philosophie et l'autre par la poésie. Voilà, je vous remercie. Pour prendre l'exemple de ce que je ne vais pas faire parce que je n'en suis pas capable, c'est vous parler du rapport entre Spinoza, je ne sais plus qui, Voltaire, Goethe et un troisième. Bon. Ça, là, à ce moment-là, c'est des thèses complètes qu'il faudrait aborder. Je crois qu'on est un petit peu obligé de se limiter et que le mot lumière ne doit pas être loin de nos esprits, que c'est un peu ce qui est en cause. Naturellement, nous sommes tous d'accord pour savoir que dans nos têtes, il s'agit aussi des prolongements jusqu'à notre époque la plus actuelle. Ça, on est bien d'accord. Mais enfin, n'oublions pas en chemin que notre point de départ, c'est quand même quel a été l'apport et l'originalité profonde des Lumières. Et moi, c'est peut-être là-dessus que je voudrais revenir très rapidement, parce que, bon, on a beaucoup de sujets. Je pense que les Lumières, bon, pour éliminer une question
est apparu, mais une brève apparition, les Lumières ne sont évidemment nullement responsables d'une espèce de mainmise de l'Occident sur le reste du monde. On a donné une preuve ou deux de leur anticolonialisme. Je vais citer à nouveau le nom que vous avez, ou le titre que vous avez employé, à savoir l'histoire des deux Indes de la Bérénale, qui est un des grands, enfin un modèle de réflexion à partir d'exemples tout à fait concrets, recueillis par de longues enquêtes, sur les méfaits commis par l'intrusion du monde européen, occidental, dans les autres parties du monde. Montesquieu fait la dénonciation de la traite des Noirs, tout y passe. Alors là, on ne peut quand même certainement pas, c'est le point, je pense, sur lequel on va se mettre d'accord tout de suite, on ne peut pas imputer aux Lumières européennes la volonté de conquérir le reste du monde d'une manière ou de l'autre. Ça, c'est pas pensable, c'est justement pas ça. Donc, il faut d'abord s'appuyer sur des faits concrets et réels. Moi, je pense qu'un des avantages de la pensée des Lumières, j'ai essayé de montrer ça à partir de 2 ou 3 exemples, et on en a vu d'autres, c'est que justement, les gens des Lumières s'appuient sur des connaissances réelles, sur des connaissances précises, et ça me frappe tous les jours comme différence fondamentale avec le monde dans lequel nous vivons. Je pense que c'est quand même pas la même chose en Tunisie, mais moi je n'en peux plus d'entendre des gens qui n'ont jamais lu une page du Coran me dire « mais ça c'est pas dans le Coran, ah mais ça c'est dans le Coran ». Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Ils n'ont jamais lu une ligne du Coran. Alors arrêtons, les gens des Lumières nous donnent l'exemple d'opinions qui doivent s'appuyer sur des connaissances réelles et approfondies. Déjà, arrêtez de dire n'importe quoi quand on ne sait pas. Ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment, je crois, fondamental dans l'esprit des Lumières. Il faut partir de connaissances. Alors, je voudrais dire quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait dans vos questions. Je voudrais vous dire que si certains aspects de la pensée des Lumières vous paraissent choquants, mais je suis absolument d'accord avec vous, et moi aussi, alors que vraiment, je peux dire que il ne me viendrait pas à l'idée de défendre la religion telle qu'elle était à l'époque des Lumières. Bon, mais je dois dire que même chez les moins violents comme Goethe, il y a des moments, je vais vous citer la phrase, où je comprends qu'on puisse être choqué, parce que nous sommes beaucoup moins audacieux qu'eux. Il y a un moment dans un texte de Goethe où il dit, où il est complètement offusqué quand il voit les chrétiens appeler, s'agenouiller, ou en tout cas vénérer la croix, qui pour lui, c'est 2 bouts de bois, point à la ligne. Je me dis, en toute logique, si on n'est pas croyant, si on ne croit pas que je sais pas, il y a eu quelqu'un qui s'appelait Jésus-Christ qui est mort sur la croix, on devrait reconnaître que c'est 2 morceaux de bois. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à aller aussi loin que lui. Donc je me dis, mais oui, c'est une pensée extrêmement audacieuse, c'est une pensée qui nous fait réagir, et nous ne sommes pas vraiment à la hauteur de cette pensée-là. Essayons de comprendre pourquoi ils ont cru nécessaire d'aller aussi loin. Alors, pour ce qui est de faire un rapport avec la modernité, dans le fait d'aller peut-être du point de vue du commun trop loin et de se faire accuser de blasphème ou de sacrilège, je ne vais pas revenir sur l'exemple auquel vous avez peut-être pensé comme moi, celui des versets sataniques, qui est un exemple, pour moi, s'apparentant à cette manière dont la pensée des Lumières va très loin, peut-être trop loin. Je veux dire, évidemment, s'adresser à des millions de musulmans dans le monde qui croient, qui répètent l'unicité de Dieu, un seul Dieu, etc., en disant, mais vous savez, il y en a peut-être bien d'autres divinités à côté, il faudrait voir. C'est d'une audace folle, c'est une espèce d'audace insensée. Je crois normal, ne soyons pas étonnés d'être parfois de nous dire, mais ces gens-là, mais c'est incroyable le culot qu'ils avaient. Alors, réfléchissons comme ça, en nous disant, mais
c'est pas évident, c'est pas une pensée de l'évidence, c'est une pensée qui veut se donner tous les moyens d'être audacieuse. C'est ça que je répondrai pour en finir peut-être avec cette idée que nous sommes tout de même un peu secoués parfois. Ben oui, nous sommes secoués, c'est fait pour, si je puis dire. Bon. J'arrête. Alors, je vais passer la parole très vite. Oui, très vite. Hein. 30 secondes. Oui, je ne peux pas répondre 30 secondes à une dizaine de questions, mais... Bon, avec du temps, je vais répondre très rapidement بالعربي والسوري بلغة الأم. لبعض المتدخلين شكروني وأنا أشكر لهم شكرا. لكن je tiens à préciser mon attitude صدقا. لا أريد أن أداهن موقفي. أقول أن النقد المركزية الأوروبية نقد الاستعمار جذريا وأنا معكم في هذا ويمكن أن أتوسع فيه ينبغي وشدد on ne doit pas nous amener à mettre en question les principes de base de la tolérance, de la modernité qui, pour moi, commence en quelque sorte, enfin, passons de الجحظ jusqu'à بالعربي من الجحظ الأنوار عندي الجحظ موقف من المرأة متقدم على كثيرين حتى على ابن رشد أي قلت الحداثة تبدأ بالجحظ حتى لتقار مورا اللي بالمناسبة في رأيي لا ينتمي للبوست مودرنيتي. الحداثة الأوروبية هي مركز العالم اليوم. نتحدث عن مركزية أخرى، عن يعني انشئنا مركزية أمريكية عن أمريكا، يعني أصبحت اليوم هي التي تحدد بقوة يعني بالتعدي على كل القوانين الدولية. هي لا تعترف بأي يعني قانون دولي في التدخل في أي مكان في العالم. إذن عن أي أنوار وعن أي حداثة إذن يمكن أن نتحدث إن كانت هذه يعني رموز الأنوار ورموز التنوير، هذه القوى العظمى، هذه الاتحادات وهذه التكتلات وهذه الشركات عبر القارات التي أصبحت إذن تتحكم في مصائرنا وتشكل ثقافتنا عبر هذا التدفق السمعي المرئي يعني الفرجوي يعني اللامنقطع على مدار الساعة، يعني عبر هذا التقدم المظهر للانترنت الى اخره. اذا عن اي ما هي هذه الانوار اليوم في ظل يعني في ظل هذه الهيمنه يعني الناعمه، يعني الهيجموني دوس اليوم، الهيمنه الناعمه التي اصبحت تمارسها اذا ليس فقط الدول، يعني هذه الدول المعروفه الكبرى مثل ما قلت لكم ثالوث الهيمنه القوميه على اوروبا، فرنسا، المانيا، بريطانيا. اليوم نتحدث اذا عن لي نوفو زوتور دو ليجيموني مونديال كما حكى فرانسوا ليوتار، اللي هما شركات لي سوسيتي ملتي ناسيونال. راهو اليوم الشركات العابره للقارات هي التي تحدد يعني مسار العالم باجمع. يعني اكتفي بذلك واترككم اذا للتفكير معنا والنقاش لاحقا.